me faut sortir du découragement et que la société ne m'y aidera pas. Comment faire ? Qui pour me baptiser et m'initier au courage ? Qui pour m'extraire du mirage du découragement ? Car il ne me reste un brin d'éducation pour savoir que cela n'est pas un mirage et qu'il n'y a pas de découragement, que le courage est là, comme le ciel est à portée de regard. Alors j'ai fait ce que la société moderne fait, j'ai repris courage. Première règle, pour reprendre courage, il faut déjà cesser de chuter. Mais si nous savons faire plusieurs choses à la fois, parfois il est utile de se concentrer sur l'une d'entre elles. Donc d'abord, cesser de chuter. Toute seule, je ne pouvais pas. Ma seule capacité, c'était de glisser. Il fallait donc un tiers. Finalement, la société aide malgré elle, car si étonnant que cela puisse paraître, il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un qui correspond sans réellement correspondre. Parfois, il correspond. Il est alors le lien vers l'avenir. Parfois, il parvient seulement, mais simplement, à arrêter le cycle fatal. C'est déjà ça. Deuxième règle, retrouver la vitalité. Celle de l'organisme avant celle de l'âme. Pour reprendre courage, il faut accepter de prendre son temps. D'être patient avec soi-même. Il faut guérir le corps alors qu'il paraît sain. Comprendre qu'il y a une santé beaucoup plus profonde. Celle du temps qui joue pour soi, celle des cycles. Non plus penser de façon infantile que la vie est linéaire, mais se rappeler qu'elle est cyclique. Qu'il y a de bonnes et de mauvaises saisons, et que ces dernières n'entament en rien la personnalité. En somme, il n'y a pas un échec véritable. Troisième règle, il faut chercher la force là où elle se trouve. Si c'est à l'intérieur de la famille, ça sera à l'intérieur de la famille. Si c'est à l'extérieur de la famille, loin d'elle, ça sera à l'extérieur de la famille, loin d'elle. Si c'est auprès d'inconnus, ce sera là aussi. Si c'est auprès de tierces personnes plus connues, ce sera là également. Chercher la force là où elle est et la recevoir, l'accueillir en soi, puisqu'il n'est plus possible de la créer soi-même. Dans un premier temps, sans doute, se coller à elle, se mettre dans son sillage. Non pas la parasiter car ce serait l'amoindrir, mais simplement l'apprécier. Reconnaître qu'elle est une autre façon de nommer la vitalité. Reconnaître son extraordinaire simplicité, accepter qu'il faudra du temps pour digérer cette simplicité. Radio en mai. Like a wound that heals. Installez-vous, la conférence va bientôt commencer. Ça vient de l'envie d'être sur fond de ciel en fait et d'être dans un espace commun. Puis elle raconte surtout son rêve pour l'avenir. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est beau, un rire qui ouvre une émission de radio, le rire que vous venez d'entendre. C'est celui de Maëlle Poésie, la directrice du théâtre Dijon-Bourgogne. Et surtout, vous avez entendu des mots. Ces mots sont ceux de Cynthia Fleury qu'on ne choisit pas par hasard de lire. Alors Maëlle, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi un extrait de ce texte de Cynthia Fleury. Parce que c'est la préface du livre La fin du courage de Cynthia Fleury. Et que je trouve que peut-être faire un festival aujourd'hui, c'est apprendre à reprendre courage ensemble. Voilà. Et vous avez bien raison. Merci beaucoup Maëlle. On prend congé ce soir, car ce soir c'est la dernière éruption de l'émission Radio en mai. Jour 10 du festival Théâtre en mai. L'épopée entamée le 19 mai est presque arrivée à son terme. On a été au fil des spectacles brûlés, consumés, incendiés, bercés, secoués, tracassés, interloqués, ennuyés, ravagés, étonnés. On a été possédés, élevés, augmenté, dépossédé, rincé, subjugué. On a été traversé de mots, de sons, d'images, de sens et d'émotions. Ce soir, avec Alexandre et Réal, on ne fera pas le tri, bien au contraire. On laisse déferler au micro la pulsation de la musique, des textes, des voix, des rires, des sons, du chahut, de la guitare, menée par François. Toute l'équipe du théâtre est à nos côtés. Que la fête commence. Et elle commence avec Isabelle,
responsable d'accueil depuis 45 ans au théâtre Dijon-Bourgogne, mémoire de ce théâtre, qui vient nous raconter une histoire qu'elle n'a racontée à personne. Bonsoir. Oui, juste une... c'est pas inédit, mais j'ai déjà raconté. Mais c'est une très belle rencontre que j'ai eue il y a en 1982, 83, 84, je ne sais plus. Un samedi soir, je fermais le parvis. Et à savoir que la semaine après, on avait les possédés, le spectacle pendant une semaine, les possédés de Denis Lorca. Et je ferme le parvis. Il était 19h. Et derrière la porte, je sens une résistance. Et j'ouvre, donc quelqu'un veut rentrer, j'ouvre, et je me retrouve face à face avec Maria Casares. Et là, un choc inouï, parce que bon, c'était ma comédienne et ma tragédienne que j'admirais, que je vénérais. Et je savais qu'elle était dans le spectacle, bien sûr, mais elle avait pour habitude, elle m'a raconté ça après, elle avait pour habitude de venir dans une ville, si son emploi du temps lui permettait, de venir dans une ville 2-3 jours avant pour découvrir, avant les raccords, avant les répétitions, tout ça. Donc elle est arrivée, voilà, et elle me dit, oh là là, je ne vais pas vous déranger, vous étiez en train de fermer le théâtre. Je dis, non, pas du tout, pas du tout. Donc je réouvre le théâtre, je lui fais visiter le plateau. Elle dit, mais je ne vais pas vous déranger. Je dis, mais vous ne me dérangez pas du tout. Je réouvre le plateau, les lumières, tout. Et puis là, elle trouve le lieu magnifique, superbe. Et elle me dit, écoutez, là, je suis ravie de venir jouer dans cette église, dans ce théâtre, et c'est superbe. Et elle me dit, écoutez, vous êtes très gentille, pour vous remercier, j'aimerais vous inviter ce soir au restaurant. Donc on était un samedi soir, j'avais invité des amis à la maison. Elle me dit, est-ce que vous êtes disponible? Moi, oui, bien sûr, je suis disponible, je n'avais rien de prévu ce samedi soir. Donc elle est repartie à son hôtel et on s'est donné rendez-vous au Théland, le petit restaurant qui s'appelle Les Friandises. Et on s'est retrouvés une demi-heure après. Donc moi j'ai appelé mes amis en disant, je suis désolée, je ne peux pas vous accueillir ce soir, je vous raconterai pourquoi. Et nous sommes arrivés au Théland. On a dîné donc toutes les deux et moi j'étais hyper troublée et ravie en même temps de l'avoir en face de moi avec ses grands yeux verts et son rire énorme et puissant. Et moi je rêvais, j'espérais qu'elle allait me parler de Jean Vilar, de Gérard Philippe, peut-être pas d'Albert Camus parce qu'à l'époque c'était inédit, on ne savait pas encore. Et elle, pas du tout, elle m'a parlé de sa nouvelle, elle était très contente parce qu'elle venait de découvrir une nouvelle recette de confiture à la rhubarbe. Donc on a discuté de confiture, repas, recettes. Au bout d'un moment quand même, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre expérience, de Gérard Philippe. Donc elle m'a un petit peu parlé de sa vie de comédienne, mais elle était vraiment là pour parler de tout, de rien, de la vie, et de toutes ces banalités. Voilà. Mais en tout cas, ça a été un moment très 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 beau et très très fort. J'adore cette histoire, merci Isabelle. J'adore cette histoire parce que je crois que l'esprit de Maria Casares, grâce à vous, et de tant d'autres hommes et femmes de théâtre, cet esprit-là est avec nous ce soir et cet esprit sera aussi avec nos derniers invités, en l'occurrence une femme et un homme, une autrice et un acteur, Tamara Al-Saadi et Lionel Ligalser. Tamara a écrit Brûlé, Lionel interprète Les Possédés d'Ilfourt. Elle met en scène sa pièce avec sur le plateau 5 comédiens. Il joue seul, quoique seul, c'est pas si sûr. Le texte de Yann Verburg. Entre eux, il y a un identique désir de soulever le réel pour observer ce qui se cache sous ces surfaces opaques. Tamara Al-Saadi, artiste associée au théâtre Dijon-Bourgogne, offre ses mots à une jeunesse stigmatisée. Lionel Ligalser prête son corps et sa voix au démon jusqu'à rencontrer le Douindé. Le théâtre est hospitalier, c'est une maison hantée, peuplée de spectres, d'invisibles, de clandestins, de gens qui marchent de travers, de fous et de poètes. Y pénétrer une fois, c'est s'exposer à ne plus jamais vouloir en sortir, et ce n'est pas Réal qui dira le contraire. Je me souviendrai toute ma vie de ce festival. Je viens de loin et j'ai vachement marché dans la boue, moi, dans ma vie. C'est en pleurant que j'écris ces mots.
C'est avec le cœur serré que je me dis que c'est la fin. Paris me manque, c'est vrai, mais je vis tellement de belles choses à Dijon. Cela me peine de partir, cela m'attriste de rentrer dans quelques jours. Je reviendrai, ça c'est sûr. Mon cœur a vraiment été piqué par le festival Théâtre en mai. En venant ici, je ne savais pas ce que j'allais vivre. D'autant plus que quelques semaines avant, j'étais au plus bas. Mais je crois que je devais vivre ce festival. Waouh! C'est comme un rêve de gosse pour moi. Parfois, je me réveille et j'y crois même pas. C'est beau la vie, surtout avec ce genre de moment. J'étais aux anges lors du bal littéraire, car j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Faire la fête est meilleur lorsqu'on le mérite. Et croyez-moi, écrire 2 chroniques par jour demande énormément de travail. Et c'est plutôt jouissif. Un autre homme je suis, et tout ça c'est grâce à vous. Grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont parfois juste dit bonjour. Mais leur bonjour m'a fait du bien. Ça sent la fin d'un beau roman, la fin d'un beau film. Mon écriture a été fidèle à moi. Et si je devais lui dire une chose, ce serait: je t'aime tellement, très chère écriture. J'ai pris goût à ma chambre d'hôtel. J'avoue que j'ai l'impression que c'est chez moi. Je m'y sens bien et c'est fou comme j'ai écrit dans cette belle chambre. Si vous saviez à quel point j'en ai bavé, moi, dans ma vie. En ayant fait ce festival, ma joie est abondante. Waouh! Oui, la vie est faite de belles choses. Non, la vie n'est pas faite pour être subie. Non, la vie n'est pas faite pour être subie. Toute ma vie, je défendrai mon art. Je le partagerai. Et je ne me verrai jamais comme un produit, mais plutôt comme un artiste. L'art, c'est bien plus que l'argent pour moi. Quelle chance d'être animé par une passion dans son esprit. Je plains ceux qui n'ont pas de passion. L'écriture est tout pour moi. Si je l'ai plus, demain je meurs. Oui, si je l'ai plus, demain je meurs. Les mots m'emportent, surtout avec une belle guitare. J'ai comme l'impression de sortir de mon corps. J'écris et j'ai des frissons, car je me mets à nu dans mes textes. J'étais ce jeune, noir, plein d'amour, qui a vu des choses qui l'ont choqué. Donc forcément j'en ai souffert. Une fois, mon père m'avait mise à la porte. Je devais avoir 13-14 ans, puis j'ai dormi sur le palier. Au bon matin, il m'a vu allongé par terre, mais il a continué son chemin. Ce fut d'une violence terrible. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux ce jour-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde en vivant ce festival. Personne ne pourra m'enlever cette joie. Personne ne pourra m'enlever ce que j'ai vécu. Le festival Théâtre en mai est en moi. Le parvis Saint-Jean est en moi. Waouh! Du 9-3 au festival. Ce que je vis me marque. Ce que je vis me rend plus fort, sachez-le. Je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et dire que tout est parti de mes 2 blogs. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire mon ressenti exact. Soyons fous, soyons libres. Merci à tous. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci Réal. Voilà, il y a eu un rire, il y a eu Maria Cazares. Il est question là, grâce à Réal, de la joie et du bonheur. C'est impossible de parler théâtre sans être tout de suite gagné par une sorte de fièvre intérieure. Et cette passion dont parle Réal, quand vous parlez de théâtre, ça vous met dans quel état, vous, Tamara Al-Saadi et Lionel Digelser? Pas quand vous le faites, quand vous en parlez. Lionel, il faut vous rapprocher un peu du micro, sinon vous allez être trop loin. Quand je parle du théâtre, dans quel état ça me met? Bah là, ça me met dans cet état-là. Ça m'interroge. Je crois que c'est... Enfin, je pense que ça met de fait dans un endroit de sincérité parce que je parle de quelque chose que j'aime. Alors je ne sais pas si je dis des choses très pertinentes, mais en tout cas, comme je parle de quelque chose que j'aime fondamentalement, bah, je me sens honnête. Voilà, je dirais ça. Lionel ? Le théâtre, quand j'en parle, je pense que ça, oui, ça me... J'entends cette joie dont il parle. C'est vrai que ça, c'est vraiment une fer de lance aussi, je pense, dans mon travail, de trouver ça. Donc quand j'en parle, c'est... Je crois que je renoue aussi avec ce pourquoi j'ai fait ce métier. C'est quelque chose qui m'a sauvé, je pense, le théâtre aussi. Donc ça me fait vibrer, ça me fait... Je pourrais pas vivre sans théâtre. Enfin, c'est impossible aujourd'hui. C'est ma manière de m'exprimer, c'est mon art, c'est mon outil face au découragement dont parlait Maëlle tout à l'heure. Et ça me remplit de joie. Je crois que tout de suite, il y a quelque chose qui me... C'est la flamme dont je parle beaucoup dans le spectacle et qui nourrit mon métier. Mais je le sens tout de suite. Je sens dans mon corps quelque chose qui s'anime parce que c'est... ouais, c'est vital, ça vous a sauvé. Ça vous a sauvé, dites-vous, ça vous a sauvé de quoi? Ça m'a sauvé, j'ai l'impression j'ai un mot qui me vient là, l'étroitesse peut-être, quelque chose où, justement j'en parle dans mon spectacle de mon petit village.
d'où je viens en Alsace. Et je me suis dit peut-être que si j'étais resté là-bas, pardon, j'aurais pas forcément aussi eu cette curiosité, cette vision comme ça élargie du monde. Donc le théâtre, ça m'a vraiment permis de découvrir d'autres horizons, de me dire ah oui, il y a des gens pas pareils, il y a des gens qui pensent autrement, il y a des gens... Voilà, ça m'a vraiment donné toutes ces clés sur la tolérance et sur... Et puis surtout je pense trouver un endroit où on peut être soi-même et d'autres aussi, pas forcément soi-même, les deux, et un endroit de toute puissance. Je sais pas, moi quand je suis sur un plateau, j'ai l'impression d'être tout puissant, et que rien ne peut m'arriver, et en même temps tout peut m'arriver. Donc c'est vraiment l'endroit de tous les paradoxes. Qu'est-ce que vous allez chercher au théâtre, et l'un et l'autre, vous Lionel en jouant et vous Tamara en écrivant? Est-ce que c'est vous-même que vous allez chercher, ou est-ce que justement vous allez à la rencontre de l'autre? Moi, j'essaie de créer en tout cas un espace quand j'écris et je mets en scène de mise en commun. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre, c'est vraiment un espace de visibilisation. C'est le seul endroit où on peut faire sentir ce qu'on ne peut pas dire, en fait. Et c'est ça que je trouve magique, parce que le cinéma a énormément de qualité, mais il n'a pas la force des silences au théâtre. C'est-à-dire que la mise en silence ensemble, ça fait éclater un endroit de compréhension qui est innommable, en fait. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me touche le plus au théâtre. Et oui, vraiment pour répondre à votre question, c'est une mise en commun des expériences, créée comme un endroit où peut-être on se reconnaît là où on ne pensait pas se reconnaître. Et je crois que c'est ce qui fait société. Et donc pour moi, c'est un terreau énorme de pouvoir comprendre l'autre ou se poser des questions ensemble, et que quand surgit un silence où on sent une émotion commune entre le plateau et le public, à ce moment-là, on se comprend comme on n'aurait jamais pu se comprendre si on s'était parlé. Donc je crois que c'est pour ça que... Ouais, c'est ça que je cherche. Mais pourquoi selon vous, ces petites démocraties utopiques que fabriquent les représentations de théâtre restent dans l'enceinte du théâtre? Pourquoi ce qu'on arrive à être dans l'enceinte du théâtre, dans la salle de théâtre, on n'arrive pas à l'être quand on quitte le théâtre? Parce que c'est un rituel. Parce que le théâtre ritualise. Parce qu'au théâtre, on peut mettre nos égos dehors, nos rôles. C'est-à-dire à l'endroit où on est spectateur, on peut être touché sans rien prouver à personne. Moi, ce que j'aime, c'est quand parfois on sent que des gens sont touchés par quelque chose, et puis après ils sortent, et puis ils disent à leurs copains qu'ils ont détesté, ou l'inverse, c'est pas arrivé, ou ils disent qu'ils ont adoré, mais entre ce qui se passe au plateau et les spectateurs, il s'est passé une relation intime, profondément réelle, et qui ne peut appartenir qu'à cet endroit-là, parce qu'à cet endroit-là, on se parle dans les silences. Et le théâtre crée cet endroit de ritualisation. On peut interagir au-delà de nos rôles sociaux, en fait. Quelle est la part autobiographique que vous précipitez sur la scène? Je vous pose la question à tous les deux, parce que Lionel, si vous ne signez pas le texte, j'ai quand même l'impression qu'il est fortement question de vous, et vous nous l'avez un petit peu dit. Et Tamara, je pense aussi qu'il est question de vous dans ce parcours que vous faites faire à ces 5 jeunes comédiens. Lionel. Oui, le texte donc signé par Yann Verburg, je suis en collaboration vraiment avec lui. C'est vraiment à la base une commande d'écriture. Et puis j'avais vraiment très envie de travailler sur cette, on va dire, légende des possédés d'Ilfurt. C'est les 2 derniers cas de possession alsaciens qu'il y a eu à l'époque, donc dans les années 1860. Et en parlant avec Yann, c'est vrai que très vite on s'est rendu compte que voilà, ce côté un peu religieux, tout ça nous intéressait pas, et comment on allait justement ritualiser ça et interroger son contemporain. Et très vite il m'a lancé un peu sur la piste de mon enfance, de ce village dans lequel j'ai grandi. Et donc voilà, on a passé une semaine où je lui ai raconté un peu ma vie. Et à la fin de la semaine, il m'a dit c'est ça qu'il faut raconter. Et donc les possédés sont toujours là évidemment, mais c'est donc oui, c'est inspiré énormément de ma vie, mais c'était très important de le mettre à l'écart aussi pour trouver cet écho, pour trouver cette universalisation aussi de l'histoire. Donc non, il y a beaucoup de parts de moi avec ma manière de raconter les histoires. Donc j'aime bien mélanger les genres aussi, donc et jouer sur ce qui est vrai, sur ce qui est pas vrai. Ça c'est très important aussi. Donc les masques qu'on met aussi
ce qu'on note à des moments, et puis laisser les spectateurs décider aussi. Voilà. Est-ce que l'état de possession, c'est l'état que vise le comédien? C'est l'état que doit atteindre le comédien, en tout cas par lequel il doit accepter de passer. C'est une bonne question. J'ai l'impression que quand j'ai commencé ce métier, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois exactement, une autre personne. Puis voilà, ça évolue, je sais pas, il y a des moments où je me dis je suis juste aussi un vecteur, peut-être relié à quelque chose de plus grand, j'en sais rien, et que ma parole finalement, faut qu'elle sorte concrète, et puis peut-être que ça trouvera de l'écho, et c'est pas vraiment, on va dire, volontaire, il y a quelque chose de plus mystérieux. Et puis à des moments, je sais pas, je navigue entre les deux, quoi. Après, moi, j'ai vraiment besoin, je pense, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste aussi, de passer par quelque chose de total. C'est vrai, de posséder, c'est vrai. Il y a des moments, oui, si ma chemise n'est pas trempée à la première scène, j'ai pas l'impression de faire du théâtre, ou j'ai l'impression de duper les gens. Mais c'est vrai que il y a d'autres moments, laisser aussi faire, quoi. Pas forcément de pas, je sais pas s'investir d'une mission incroyable. Laisser faire les choses aussi, les silences, les échos, les fantômes. Non, mais c'est compliqué à trouver l'équilibre entre le laisser faire et le mouiller sa chemise, Tamara El Saadi. Je comprends très bien ce que dit Lionel. En fait, moi, à l'endroit où j'en suis, je me dis que, en fait, c'est peut-être, je sais pas si c'est être possédé qu'essayer d'être au plus proche de soi. Peut-être. Mais c'est quoi soi? Et bien justement, en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le soi? C'est tout ce qu'on nous dit autour de qu'est-ce que c'est le présent, qu'est-ce que c'est l'endroit de quête et de compréhension du mot. Lorsque le mot éclate dans notre pensée en tant qu'acteur et vraiment éclate contre l'écoute du public, à ce moment-là, il y a une forme de pureté, de vérité. En fait, je ne sais pas si on l'atteint vraiment un jour, mais en tout cas, on y tend. Et à cet endroit précisément, c'est là où se joue la mise en commun. Et est-ce qu'on est possédé? Je sais. Est-ce que c'est tant une possession qu'une transcendance? Je ne sais pas. En tout cas, ce que tu dis est juste dans le sens où, quand tu parlais de rituel, c'est vraiment ça aussi qu'on cherche. Je crois que c'est plus après une quête peut-être d'acteur ou d'actrice, chercher cette transcendance, quelque chose à un moment donné qui nous dépasse, et qui peut-être que c'est dans ce dépassement-là qu'on va toucher son contemporain, je sais pas, et que souvent quand on sort de scène, on dit ah mais c'était incroyable ou ça ou t'as. Puis des fois, non, il s'est pas passé grand-chose aussi. Il faut aussi accepter que des fois il se passe pas ça. Et quand ça se passe, oui, voilà, j'en parle un peu. Lorca, il en parle, il dit elle doit cette quête un peu de la grâce, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais on a tous envie d'un moment donné de toucher à ces endroits. Mais ça m'est arrivé en tant qu'acteur, vraiment, d'arriver dans ces endroits où je suis plus moi-même, je suis dans les cintres, je suis dans les sous-sols, je suis plus là. Ma parole, elle sort comme ça, et c'est assez magique, Donc oui, c'est une sorte de possession, mais est-ce que la possession n'est pas aussi peut-être le soi le plus véritable aussi? Ça veut dire qu'on a touché un tel endroit de vérité en soi que finalement c'est tous nos démons intérieurs, et on est fait de tout ça. Moi, Lionel, je suis pas que Lionel là qui parle, je suis il y a du monde. On va revenir justement sur ce multiple qui vous habite, Lionel, et sur ce multiple que vous pointez aussi, que vous désignez et que vous faites apparaître, Tamara. Mais je voudrais qu'on écoute une autre lecture dans cette émission. Elle est faite par un jeune homme qui porte un prénom comme tous les acteurs de théâtre rêveraient d'emporter. Il s'appelle Roméo. Je ne sais pas s'il a une Juliette, mais en tout cas, lui, c'est Roméo. Bonjour. C'est une maison des morts. Il et elle y viennent pour être rafistolés, maquillés, mis sur leur 31. Il et elle y restent morts. Ça, François Giron, le président de l'entreprise, ne peut rien y faire. Mais il se targue d'avoir la maison des morts, la chambre mortuaire, comme on l'appelle vulgairement, la plus extraordinaire. Un jour, il a eu une révélation. À 10 ans, il a appris ce que sa grand-mère faisait tous les matins de 10h à 11h. Tous les matins, elle quittait la maison, vite, elle ne pouvait pas être en retard, et revenait 1 heure plus tard, calme. Jusqu'ici, il ne s'était jamais posé la question. Dès qu'une personne quittait la pièce où il se trouvait, c'était comme si elle était annulée.
Elle ne reprendrait vie qu'une fois qu'elle réapparaîtrait sous ses yeux. L'autre n'avait pas d'intériorité, de vie propre, de désir. L'autre était un personnage de son monde et quand il s'absentait, il dormait certainement dans une boîte à être, attendant d'être ramené à la vie par lui. Bref, le genre d'égocentrisme dont peuvent faire preuve les gosses. Un jour, le petit François avait compris que grand-mère allait au cimetière sur la tombe de son défunt mari. Elle nettoyait la tombe à grandes eaux, frottait jusqu'à ce que la pierre brille, réarrangeait les fleurs, déposait des petites pierres jolies sur lesquelles parfois elle dessinait un visage. Ce jour-là, elle lui avait dit « Je voudrais qu'il ne soit pas sous la terre, je voudrais qu'il soit dehors, et quand je lave la pierre, j'imagine que ce sont ses pieds que je lave, son dos, sa peau tout entière jusqu'à l'intérieur de ses grandes oreilles. » Et une vocation était née pour François. Et son désir de laver les morts s'était joint à l'ère de la télé-réalité et des présentateurs qui réalisent vos rêves les plus fous. Alors il avait trouvé une formule alléchante à destination des gens fraîchement endeuillés. Pour l'instant, c'était pas encore un succès, mais il avait dépensé ses économies pour des publicités tape à l'œil dans le métro et espérait que ça lui ramènerait plus de clients. Et justement, Simon attend dans la maison des morts de François Giron. Simon a perdu sa sœur, Amandine, si brutalement que Agar, 2 jours après l'accident de parachute qui lui ôterait la vie pour toujours, tombant sur la publicité dans le métro, une phrase d'accroche comme « Trouver un compromis entre la vie et la mort ?» Il avait tapé le numéro sur son téléphone, donné ses coordonnées bancaires et se retrouvait maintenant ici, 2 jours plus tard. Il avait dû choisir entre 3 prestations. La première, lecture des titres les plus écoutés de Le ou la défunte sur Spotify, un verre de whisky inclus. La défunte est assise sur un fauteuil club en cuir et semble dodeliner de la tête. 15 minutes. Deuxième prestation, mapping sur le visage de Le ou la défunte sur le temps d'une vie accélérée, adapté aux jeunes morts, illusion qu'ils vieillissent, possibilité d'atteindre une centaine d'années. 8 minutes à couper le souffle. Troisième proposition, pour un flirt avec toi, dernière danse langoureuse avec l'être aimé, 3 minutes 45. Simon avait choisi l'option numéro 2. Merci Lisa Kramars. Radio en mai. Retour vers Lionel Digalser et Tamara El Saadi après cette irruption du récit de Roméo, en tout cas de son ami. Je voulais qu'on parle du masque. On a commencé un petit peu à en parler, mais je voudrais qu'on revienne à l'idée du masque, parce que finalement, avec le spectacle de Tamara Brûlé, il est question d'un masque qu'on impose à des identités, à des jeunes gens, à des singularités, et ce masque, il leur faut l'enlever, et le théâtre le leur permet. Et avec vous, Lionel Digalser, c'est plutôt le masque finalement qui va aider peut-être à se trouver. C'est le masque sans doute même qui protège et qui permet de travailler. Comment vous l'appréhendez, cette idée du masque, Tamara ? Je trouve que votre lien, il est assez intéressant, quoi. En fait, dans Brûlé, moi, j'ai voulu parler du stéréotype comme fiction sociale. D'une part, parce que, en tant que femme racisée, je cumule j'ai une intersectionnalité, je suis et femme et arabe. Et en fait, je passe mon temps à me battre pour me débarrasser des assignations dans lesquelles on me met grâce à ma double casquette. Et j'ai la chance, pour le coup, d'appartenir à un univers qui est privilégié et qui me dote d'outils où je peux me battre un peu pour me défaire de ces assignations. C'est pas le cas de tous, et être en fait bloqué dans un masque qu'on nous fout de force parce qu'on aime nous lire plus simplement à travers ce masque qu'on nous donne.
c'est extrêmement difficile parce que souvent on est du coup obligé de jouer le jeu. On nous tend un masque, on nous dit soit ça, donne le change pour être en société avec nous, parce que sinon nous on ne sait pas où te mettre. Ça nous permet de respecter des hiérarchies sociales, et si tu ne débordes pas et joues le jeu de ce masque-là. Et en fait, on passe du coup notre vie à dialoguer avec ce masque qu'on ne s'est pas choisi, et on cherche des interstices pour le déposer un peu. Et disons que vraiment ce spectacle parle de ça, des masques qu'on nous a forcés à porter, comment on fait pour jouer avec, comment on les subit, et quelles sont les possibilités pour s'en défaire, qui sont pas très nombreuses malheureusement. Et pour vous, le masque, Lionel, dont il est beaucoup question dans le texte, oh oui. Énormément, c'est une protection, c'est une stratégie même, une stratégie du comédien pour aller vers le personnage. Déjà, c'est vrai que le masque, chez moi, il est ultra présent parce que c'est un peu l'outil que j'utilise avec la compagnie que j'ai créé, le Moonstrom Théâtre, avec Louis Arène. C'est vraiment notre objet dans les grandes formes. Là, c'est la première fois qu'on expérimente un seul en scène, dénudé de tout, justement, démasqué, ballet masque, comme j'aime bien l'appeler, ce solo. Et c'est pour ça aussi que je me mouille un peu plus aussi dans mon histoire et que je vais un peu chercher mes démons personnels. Mais c'est vrai que le masque, pour moi, bien sûr, il y a le masque, ça je te rejoins tout à fait aussi, qui m'est assigné avec ma tête, avec ce que je suis. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, au conservatoire, on m'a toujours distribué dans des rôles des jeunes premiers, et je ne voulais pas faire ça. Je voulais être des méchants, je voulais être tout ce que j'étais pas. Et je pense que le masque m'a vraiment permis à ça. Donc déjà, effectivement, il y a cette chose-là on nous imprime quelque chose dans lequel on ne se reconnaît pas, quoi. Moi, j'avais pas envie d'être ça, j'avais envie de jouer tout, je le dis beaucoup dans le spectacle. Et puis, donc, il y a une deuxième chose qui est très importante pour le masque, pour moi, c'est qu'il est un révélateur avant tout. Il est un révélateur on repart peut-être dans la transe, quelque chose de transcendantal, mais c'est vraiment, c'est comme le papier photo, quoi, qu'on va mettre dans le liquide et on va sortir, on ne sait pas ce qui va sortir, mais c'est peut-être, sa part la plus intime et peut-être la plus monstrueuse. Donc, ce qu'on montre sur le monstre, qu'on montre sur sur la scène devient vraiment le monstre en nous, quoi. Je crois que c'est ça que j'adore aller chercher, et peut-être c'est ça aussi qui me relie au monde, quoi. La monstruosité, il faut la montrer sur le plateau. J'ai pas besoin d'avoir tué plein de gens pour pouvoir peut-être, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être une grille connectée entre nous tous, et que je suis aussi peut-être un garant, un émissaire de ça. Mais le masque me permet d'aller beaucoup plus loin, ouais. Je crois que c'est un vrai élément libérateur. Mais le paradoxe étant quand même que finalement, pour arriver à dire ce qu'on est, en tout cas le comédien, pour arriver à dire qui il est, ce qu'il est, son arme, c'est le mensonge, c'est-à-dire le jeu, l'artifice, la construction. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je suis pas tellement d'accord avec vous. Souvent on dit que une projection, un stéréotype qu'on a sur les comédiens, c'est qu'ils mentent bien. Moi je me dis qu'il faut savoir dire la vérité pour jouer. Donc, je sais pas. En fait, c'est-à-dire que je trouve que tous les personnes, humainement, je crois qu'on est toute la complexité de tout ce qu'on a rencontré. Je crois qu'il faut toute une vie pour comprendre qui on a été, toutes les personnes qu'on a été. Et en fait, à un instant T, on convoque ce qu'on sait de l'humanité, notre connaissance, pour la mettre au service d'une voix. Mais en fait, on ne peut pas convoquer autre chose que nous-mêmes. Donc en fait, je crois qu'il faut justement être éminemment vrai pour pouvoir jouer. Parce que, en fait, un acteur qui ment, c'est un acteur qui joue mal. En vrai. Je pense que Lionel, tu me rejoindras là-dessus. Et je pense qu'en plus, le masque, ton masque, il est vraiment génial pour ça, parce que c'est vraiment le plus beau haut-parleur qu'on peut avoir pour dire la vérité, je crois. De toute façon, il ne trompe pas, le masque. C'est-à-dire que si tu le mets et que tu n'es pas au présent et au plus proche de ta vérité, en fait, tout s'écroule. Et en fait, en face, on est comme des enfants qui, d'un coup, le Père Noël, il enlève sa barbe et on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ça, c'est croire au Père Noël quelque part. Et pour croire, il faut être le plus vrai possible. Je crois que cette vérité-là, elle est la première règle pour le masque. Je suis hyper d'accord. Et c'est pour ça que je pense que justement, quand en fait, on appartient à des minorités, on ne nous laisse pas parler de notre complexité. On veut qu'on parle de notre endroit, de là où on nous donne la parole, où c'est autorisé. C'est pour ça que souvent, quand on est des personnes racisées, on nous insigne à des rôles très très précis, comme si on n'avait pas voix
comme si on ne pouvait pas être toutes les autres voix. Et du coup, on réduit notre humanité à une projection qui est souvent très essentialisante et pas très intéressante. Mais on reprendra sans doute cette conversation. Je vais vous demander de laisser votre place, Lionel et Tamara, pour notre séquence ritualisée, elle aussi, dans l'émission. Il s'agit de 5 minutes dans la soute. Merci. Merci. Que nous allons passer avec au fond, les architectes de ce festival Théâtre en Mai. Milena Noireau est coordonnatrice de Théâtre en Mai, enfin du festival Théâtre en Mai, et Auréline travaille avec elle. Autant dire que vous êtes les chevilles ouvrières de la bonne tenue de cette manifestation. Ça fait maintenant, je le disais, depuis le 19 mai que le festival a démarré. Vous êtes dans quel état l'une et l'autre? Milena, ça va? Alors il faut vraiment vous rapprocher des micros qui, eux, ne marchent pas. Donc, voilà. Eh ben, on est fatigués, mais heureuses. Je crois. Oui, c'est ce que je disais à mes collègues tout à l'heure. Je suis tellement fatiguée que mon cerveau est présentement vide et j'ai un singe à l'intérieur avec des cymbales qui tapent. Et la raison officielle, c'est que c'était la Folies Festival. Et l'officieuse, c'est que j'ai trop dansé hier soir au bal littéraire. Visiblement, la fête s'est terminée au petit matin, c'est ça? Un petit peu tard, ouais. Très tôt. Ou très tôt ce matin, oui. Mais en même temps, si on ne fait pas ça à ce moment-là de l'année, si dans cet espace-là, cet espace-temps du festival, on ne va pas jusqu'au bout de la nuit, on passe sans doute à côté de quelque chose, non? Ouais, complètement. Moi, je sais que c'est un moment que j'attends chaque année avec impatience parce qu'on a un rapport déjà avec ses collègues, les intermittents, les équipes artistiques hyper différents. Et le temps est... En fait, c'est ce qu'on se disait. Là, on tombait sur les photos du début du festival. Et moi, j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois. En fait, le temps n'a pas du tout la même temporalité. C'est marrant, c'est une question que je voulais vous poser. Vous le qualifieriez comment, le temps du festival? Il est hystérique, il est suspendu, il est irréel, il est accéléré, il est fou? Il est, je crois, un petit peu tout ça à la fin. Un petit peu tout, c'est un petit mélange. Accéléré, en même temps, c'est un mélange de plein de choses. C'est un aboutissement, c'est un moment mouvementé. C'est combien de préparation pour vous, l'organisation du festival, de manière à ce que tout roule, Milena? Nous, on se concentre surtout sur l'accueil des équipes artistiques et je crois on est 3-4 mois avant. Et voilà. Je dirais que ça dépend peut-être aussi des... Enfin, ça fait un petit moment qu'on s'en occupe maintenant. Donc au début, ça nous prenait peut-être plus de temps. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est rodés. On est plus rodés aussi. Et typiquement, moi, j'ai eu un timing impeccable. J'ai eu le Covid il y a 2 semaines, donc 1 semaine avant le début du festival. Donc c'était vraiment un délice. Et bon, ça va, je crois. Oui, ça va. Ça roule. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui suit ce festival depuis le début. Je crois que je l'ai vu tous les jours. Et Alexandre aussi. On l'a vu tous les jours. Elle était là pour tous les spectacles. Elle a beaucoup suivi aussi l'émission de radio. C'est Maya, qui est prof d'anglais et qui a souhaité écrire un texte et venir nous le lire au micro de cette radio en mai, ce dont on est absolument ravis parce que c'est l'exact tempo qui sera donné, je pense, grâce à Maya avec cette lecture. Est-ce qu'on a un peu de musique? Un petit air de Michel Delpech, par exemple? Non. Non, il veut pas, il n'y a rien à faire. Tu vois, Alexandre, on n'aura pas la fin de Scarface, on n'aura pas... Il y a beaucoup de choses qui nous ont été refusées. One, two, sound check. Je vois rien. Pardonnez-moi, je suis un peu là par effraction. C'est-à-dire que moi, au départ, je venais juste voir Nina Simone. Le silence, la peur. Un uppercut, cette pièce.
En sortant, je tourne la tête un instant pour reprendre mon souffle. Sur ma droite, une table de mixage. Et devant, des chaises longues. Face à moi, 3 têtes casquées, affairées sans jamais en avoir vraiment l'air. Je lève les yeux et j'aperçois une petite pancarte. Radio en mai. Juste en dessous, 2 mots qui, allumés, m'emportent toujours à des milliers de kilomètres à la vitesse du vent. On air. Pas le choix, je me laisse tomber dans une des chaises longues. Chacune des 8 moins 1 nuits, je suis revenue écouter les questions de Joël couler. Chacune plus pointue et profonde que la suivante. Moi, ces questions, elles m'auraient laissé bouche bée. Même enveloppée dans une voix douce et un sourire. Mais non, les artistes invités au micro répondaient tous comme à l'instinct. Avec le cerveau et les tripes. Une nuit, pendue à l'une de ces questions, une acrobate suspensive s'écrie. Comme si elle a enfin retrouvé le fil. Mais oui, c'est ça. Sur Terre, je dévore les livres et en l'air, je fais le vide des mots. C'est fou. Un autre soir, Joël interviewe un couple de comédiens. Puis, elle prend gentiment leur fille par surprise. Non, la jeune artiste n'enfermera pas ses pas dans les empreintes de ses parents. Mais bientôt, Joël demande à sa mère d'offrir aux ondes de mai une chanson tzigane. Alors, son père se lève et pose une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Le chant de sa maman l'a émue aux larmes. Au bouton derrière la table, Alexandre, le réalisateur. 2 jours, il se promène partout où l'on change le monde, dans les coulisses et sur les plateaux. De nuit, une fois les spectateurs dans les chaises longues, Alex devient en toute discrétion le Deus ex machina de l'histoire. Une petite onde de sa main et la jeune stagiaire sait que c'est son tour et que tout va bien se passer. Leur compère réal est slammer, poète, blogueur. Non, c'est pas le réal, suivez un peu. Le réal, c'est Alexandre. Lui, c'est réal. Il slame dans un théâtre dirigé par Maël Poésie et son prénom à lui porte aussi loin que ses rimes. Réal nous est venu de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Chez lui, quand il dit qu'il fait de la radio, on lui demande dans quel hôpital. Réal n'a que 29 ans. Mais quand il offre une cigarette à une jeune dijonnaise égarée, quelques rimes plus loin, elle lui confie qu'elle est née sous X. Le soir venu, il slame sa compassion sur les ondes. Et du fond de nos chaises longues, on espère que son flot atteindra la jeune dijonnaise où qu'elle soit. Hier soir, sa feuille tenue à 2 doigts qui nullement ne tremblait, Réal nous l'a slamée avec la flamme du converti. Ce qui tue l'homme, c'est de ne pas voir de chien sur scène. Ni de vieilles reines catholiques se faire mettre KO dans les jardins d'un musée transformé en ring de boxe. Ne pas s'entendre dire par une sirène tzigane que sur d'autres ondes, il pourra écouter à nouveau Monteverdi. Je parierais que... Je parierais qu'aux oreilles de Réal, son chez lui ne porte plus le nom d'un fleuve, la Seine. Maintenant, sa scène à lui est faite de planches. Merci Joël, merci Alexandre, merci et bravo Réal. Pour les ondes dans les chaises longues, longue vie aux grandes ondes, longue vie à Radio en Mai. Merci Fanfan.
Merci beaucoup Maya. On n'a pas l'habitude de devenir les héros d'une émission de radio, en tout cas les personnages, hein, mais prenons, on est content. Merci beaucoup Maya. Je voulais vous poser encore quelques questions, Milena et Auréline. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'un cru est exceptionnel, est supérieur, est très bon, est réussi? Quand je parle de cru, je ne parle pas de Bourgogne, hein, je parle de Beaujolais. Évidemment. Ni de Beaujolais d'ailleurs. Hein? Ah d'accord, merveilleux. Franchement, ça va être un peu démago, mais en vrai, chaque année, c'est hyper différent en fait, vraiment chaque année. Et je pense que, moi, j'y trouve toujours mon compte et je saurais vraiment pas dire en fait. C'est vraiment différent, très différent chaque année. Chaque année, elles sont... Ouais, elles ont leurs couleurs. Ses particularités, ses couleurs, et c'est ça qui est sûr. Je pense que chaque année, c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste autre chose en fait, et c'est bien que ça soit comme ça. C'est quoi la demande la plus invraisemblable? On en parlait il y a à laquelle vous avez dû faire face, et peut-être que vous avez décliné ou honoré, je ne sais pas. T'en avais une? Oui, Auréline en a une, elle va nous la dire. J'en avais une, oui. Ouais. Je pense il y a 4 ou 5 ans, on avait reçu une équipe qui venait d'Amérique du Sud, dont je tairai le nom, qui m'a demandé, alors comme on parlait en plusieurs langues, en espagnol, en anglais, en français, avec des gestes, ils m'ont demandé si je pouvais leur fournir un petit paquet de jaja. Je ne sais pas si je peux le dire ce que c'est, mais oui, je pense un peu de weed. Et je ne vous dirai pas si je l'ai fait ou pas. Voilà, moi c'est le truc un peu le plus fou qu'on m'ait demandé, quoi. Et Milena, à part le fait que demain vous devez nous amener Alexandre et moi à la gare à 8h30 du matin, ce qui est cruel de notre part, mais bon. Je sais pas. Vous savez pas ou vous voulez pas nous dire? Le phobique. Un phobique. Ah, ça, on en a plein. Parce que les régimes alimentaires, on en a plein. Ouais, des phobiques de plein de choses. Les phobiques des oignons, je crois qu'on a eu une année. On en a eu plusieurs. Des agrumes. Des agrumes aussi. Ouais, ça, on en a plein. La restauration. Jamais cette rubrique n'a aussi bien porté son nom dans la soute. Hein. Comment est-ce que vous allez revenir au quotidien, qui est très animé déjà, mais après cette effervescence, il y a un petit effet de descente quand même? Il y a un petit effet de descente, oui. Ouais. Mais on va continuer, on va reprendre le cours de la fin de saison, la suite des projets. Et déjà, mais oui, il y a toujours un effet de descente dans les jours qui suivent. Mais les gens boivent moins d'alcool, hein, déjà, voilà. Tout simplement. Hein, donc, on dort plus, on se couche plus tôt. Enfin voilà, on reprend la vie normale, quoi. Mais on mange des oignons et des agrumes. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On n'est pas arrivé au terme de cette émission et on est très contents parce que on a une lecture encore de la blonde Roxane. Encore un nom de théâtre, c'est fou quand même. Hein. J'avais pas réalisé. C'est Roxane qui lit en musique ou sans musique? Avec musique, a dit Roxane. Alors François, à la guitare. Théâtre du Parvis Saint-Jean. Je suis serveuse au bar pendant le festival. Alors, hier soir, tard, discussion au comptoir. On en arrive, peut-être parce qu'on est dans une église, à cette question que me pose un jeune comédien. Alors, toi, tu crois en Dieu ? Et j'ai pas trop su quoi répondre. Je crois avoir timidement murmuré oui. Et toute la nuit, les yeux grands ouverts, la question sous mon crâne et dans mon cœur. Quelle drôle de question. Pourquoi n'ai-je pas pu y répondre ? Mais parce que j'aurais dû te la retourner, la grande question. Qu'est-ce que Dieu pour toi que tu me demandes si j'y crois ? Voilà qui demande réflexion. Il était un peu tard, nous avions un peu bu pour prendre le dictionnaire. Nous y aurions vu Dieu, définition, force structurant l'univers. Alors la question aurait pu se formuler ainsi. Est-ce que tu crois en une force structurant l'univers ? Ou bien crois-tu que l'univers est mu de façon aléatoire et désordonnée ? Ou bien crois-tu que chaque vie a un sens ou chaque vie est un non-sens ? Alors là, oui, j'aurais pu répondre haut et fort, je n'aurais pas murmuré.
Peut-être parce qu'on est dans une église, mais sûrement parce qu'on est dans un théâtre. Oui, je crois que la vie a un sens et que les artistes s'évertuent à le chercher. Oui, je crois que chaque vivant est attiré par la beauté parce qu'elle révèle une harmonie. Et le théâtre, parfois, le théâtre, souvent, est le révélateur de cette lumière. Oui, je crois que les morts et les non encore nés sont partout, en nous et tout autour, et que le théâtre, comme les lieux sacrés, sont leurs lieux de rendez-vous préférés. Oui, je crois que la vie sur Terre n'est pas une fin en soi. Oui, je crois que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Merci, petit prince, qui croisa ma route au comptoir hier soir, toi, comédien de gloire sur la terre. Merci, comédiens, comédiennes, autrices, auteurs, musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses, techniciens, techniciennes, habilleuses, habilleurs, théâtre, merci. Toi qui nous rassembles dans le noir, communauté mortelle, célébrant l'immortel et l'éphémère. C'était très beau. C'était effectivement très beau. On arrive au terme de cette émission et avant de laisser sa place à Réal pour son final, et quel final, je voudrais remercier très chaleureusement et au nom de Alexandre et Réal, toute l'équipe qui nous a accueillis ici, Maëlle, Claire, Kevin, Pierre, Sophie, Alexandra, Isabelle, Florent, Nicolas, François, Lucille, Charlotte, Milena, Auréline, et je n'oublie pas Jean-Christophe et Élodie qui sont là-bas derrière le bar. Ça a été un bonheur. Merci aussi aux artistes. Et c'est maintenant le final de Réal. Celle-ci est ma dernière chronique. Et j'ai tenu à vous dire merci tout au long de ce texte. Merci au Théâtre Dijon-Bourgogne de nous avoir accueillis dans de si belles conditions, avec beaucoup de considération. Honnêtement, j'en suis stupéfait. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à nos émissions. Sans vous, ça aurait été compliqué. Merci pour la bienveillance de l'équipe du théâtre. Merci de m'avoir imprimé tous ces papiers à chaque fois que je vous le demandais. Merci à toi, Morgane, pour les vidéos que tu m'as faites. Merci à toute l'équipe de Gloire sur la tête, de Gloire sur la terre, de m'avoir fait vivre un fort moment, de m'avoir autant captivé. Merci à toute l'équipe de Mazout pour ce si beau spectacle, pour cette belle voix, pour ces belles danses, pour vos belles acrobaties. Et bravo à votre chien aussi. Bravo à toute l'équipe de Dracula, même si j'avoue qu'après ça j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on voulait me mordre le cou. Merci à toi Maya pour tous tes beaux sourires. Merci à Philippe Poisse, celui que j'appelle l'ancien. Si tu écoutes ce texte, sache que tu es un homme en or. Je suis vraiment content de te connaître. Je t'appellerai, ça c'est sûr. Merci au Parvis Saint-Jean pour tout l'amour que vous nous apportez. J'en suis vraiment reconnaissant. Merci à toi la belle, pour ta bonne humeur, pour ton énergie. Merci à toi Kevin pour les conseils d'écriture que tu m'as donnés. Je les garderai et je les appliquerai. Merci au City Loft pour le service, pour la convivialité qu'il nous offre. Comment aurais-je pu vous oublier? C'est chez vous que j'écris mes textes. Un grand merci. J'ai vraiment envie de tous vous dire merci. Merci d'avoir fait voyager mon esprit. Merci car c'est grâce à vous que mon écriture a évolué. Et dire qu'au début c'était une chronique. On est passé à 2 par jour. J'avais peur de me louper, alors qu'au fond c'est ce qu'il me fallait. Merci à toi très cher Alexandre Planck. Merci à toi très cher Joël Gaillot. J'adore travailler avec toi. Ta manière de faire est irréprochable. Merci au bar du Parvis pour ses vins blancs et ses hot dogs. J'en avais pris un la dernière fois, à la moutarde, et croyez-moi ça pique vraiment. Merci pour la soirée d'hier soir. Il y avait comme un air du film La Boum. Franchement je suis triste, j'ai pas envie que ça s'arrête. Encore un grand merci à tous. Maëlle Poésie, Claire, Florent. J'espère vraiment tous vous revoir. Ne changez surtout pas. Je parlerai de mon aventure pendant 2 semaines à mes potes. Merci à Making Waves d'avoir cru en moi. Merci à toutes ces personnes qui m'ont blessé. Car c'est de là que vient ma force. C'est de là que vient ma niaque. Merci à toi Sophie. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Vraiment, passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au Théâtre Dijon-Bourgogne.
Thank you.